France Maghreb 2. Dans un instant, le grand forum avec monsieur Tarek Mami qui est arrivé bien mouillé. Comment ça va, Tarek? Bonjour Christophe. Il fallait attendre 5 secondes pour le bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vive la pluie à Paris? Ah ben, aujourd'hui, la pluie à Paris, c'est les fameuses bourrasques d'été. L'eau était chaude, puisque je l'ai prise pour une fois. Mais, comment dire, en continu et très fort. Ouais, et ça a duré une bonne, plus que 10 minutes, une bonne quinzaine de minutes. Et quand vous arrivez à destination, ça s'arrête, comme par hasard. Quand je suis rentré à mon rendez-vous, ça s'est arrêté. Quand je suis ressorti, ça a repris un peu. Et quand je suis rentré dans le studio, il n'y a plus rien. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Ouais. D'autres vont dire, c'est la pluie qui m'est tombée dessus. Ouais. Moi, je dis, c'est moi qui ai été chercher la pluie, j'avais qu'à m'organiser autrement. Bon. Allez, dans un instant, on va parler de la crise du Golfe, puisqu'on commence à entrevoir ce qui risque de se passer quand même, avec la fin de cet ultimatum qui approche. Vous savez que c'est 13 accords, 13 demandes de la part de l'Arabie Saoudite. 13 points, oui. 13 exigences. Oui, voilà, exigences, accords, points, enfin, ce que vous voulez, qui ont été formulés auprès du Qatar. Le Qatar qui n'entend pas évidemment céder et qui continue de résister. Que va-t-il se passer à la suite de cet ultimatum? On va en parler ensemble avec vous. 01 40 33 9000 si vous souhaitez évidemment nous apporter votre avis, qui bien entendu nous intéresse dans un instant avec Tarek Mami et Jean-Marc Zébélus. Tarek Mami, on va parler de quoi dans votre papier aujourd'hui? Une petite surprise. Oui. Qui n'en est pas une. On va parler de comment décrire aujourd'hui le président Macron. Oui. Jusqu'à ce jour. Très bien. Après, à peine. Demain, ça sera notre jour. Oui, effectivement. Oui, Macron, magicien. Le magicien Macron, mais jusqu'à quand? Voilà. Eh bien, on se posera la question, bien sûr, et un coup de cœur musical que et vous Marine nous Le Pen partagez qui vient d'être mise en examen. C'est ça. Mise en examen, d'accord. Ça y est, c'est fait. Elle vient d'être mise en examen dans l'affaire des assistants du député européen pour abus de confiance. Eh ben voilà. Allez. Elle va prendre le café avec monsieur Fillon. Ah, d'accord, oui. Ok. Bon, et peut-être un autre. Oui, mais pour le moment, monsieur Fillon, et puis ils changeront les arguments entre avocats. C'est ça. Bon, et puis peut-être monsieur Bayrou, suivez le regard de Jean-Marc. Allons savoir. Bon, en tout cas, les avocats, ça va bien pour eux en ce moment. Dans un instant, ils ont des bons clients et des clients qui payent. Et ils ont du boulot. Ça va bien pour eux. Et en plus, c'est pas les clients qui payent, c'est leur parti. En plus, c'est formidable. Allez, vive la France. Le grand forum, on est là messieurs dames, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, bien sûr votre radio en ce vendredi 30 juin avec Tarek Mami et avec Jean-Marc Zébélus. Avant toute chose, actualité qui aurait pu être dramatique hier soir pour les fidèles de la mosquée de Créteil, puisqu'une voiture folle donc a tenté de foncer dans la foule cette très belle mosquée de Créteil. Heureusement, il y avait ces fameuses barrières visiblement qui ont empêché le drame. L'individu a été interpellé à son domicile. Il est considéré comme fou. Voilà. Si je puis me permettre, première observation, c'est que la mosquée quelque part elle est bien faite, puisque le dispositif mis en place a évité de connaître le pire. Ça, c'est une bonne chose, faut le reconnaître. La deuxième chose, c'est pas un terroriste, c'est quelqu'un qui est fou. Il serait musulman, il serait peut-être pas fou, etc., etc. Donc, à un moment donné, il va falloir que les autorités, les journalistes commencent à prendre très concrètement leurs responsabilités, parce qu'ils ne font qu'une chose, c'est que là, on va se diriger peut-être pas vers une guerre civile, mais on va rentrer dans un conflit interethnique et tout, etc., etc. Donc à un moment donné, il va falloir faire attention et que les journalistes fassent preuve de partialité, parce que là, ça commence vraiment à bien faire. D'impartialité, pardon. Oui, d'autant plus, cher Tarek, que évidemment Jean-Marc pointe un fait important, c'est que les journalistes et la presse en général, lorsqu'il s'agit de d'autres faits, n'hésitent pas à en faire des tonnes, et lorsqu'il s'agit, et cela concerne des musulmans, ça passe quasiment en brève, il y a rien, c'est passé dans les brèves hier, ils n'ont pas interrompu les programmes pour ça. Bon, heureusement, en tout cas, ça n'a pas été dramatique et que ça s'est plutôt bien fini. Mais voilà, c'est forcé de constater sans en rajouter davantage. Tarek, je pense que voilà, c'était le point. Tout à fait. Non, mais en fait, il faut toujours regarder la société, nous, les journalistes, comme à la fois si on était impliqués
et comme si on était des éléments extérieurs. Alors, des fois, quand on prend des positions comme si on était impliqué, ça dérape, parce que nos positions personnelles, et beaucoup de journalistes ont ce défaut, prennent le dessus sur l'analyse distanciée. Par contre, l'avantage, quand on regarde n'importe quel événement dans son background, mais sans prendre parti, on devient beaucoup plus objectif. Aujourd'hui, il y a un travail que la presse française doit faire, mais elle ne peut faire que si les citoyens français fassent eux-mêmes le travail. Vous avez vu, cher Christophe, c'est pas pour remuer de dossiers sales pour moi, quand un animateur, je vais même pas le citer, dit un mot sur une partie des citoyens, vous avez dans la semaine 24 000 saisines de CSA. Et quand d'autres disent d'autres choses aussi affreuses, je dis pas plus affreuses, que vous, cher Christophe, et quelques autres incitant les citoyens à saisir, on a 2, 3, 4 lettres. Donc, si chaque média, quand il fait un dérapage ou quand il oublie de ne pas diffuser en direct le discours du président de la République au soir du CFCM, de lui donner une première depuis 10 ans, s'ils avaient toutes ces télés d'information continue reçues ne serait-ce que 4000 lettres, même quand on ne sait pas écrire pour dire monsieur c'est pas bon ce que vous avez fait, vous n'avez pas diffusé, eh ben le deuxième coup ils vont s'y prendre. Donc le travail, comme dirait Macron, malheureusement ça va être un exemple puisque c'est le titre que je vais donner tout à l'heure, il va être l'exemple pour quelques années, il faut toujours le fameux en même temps, et il faut toujours considérer que quand il y a un fait, chacun doit être responsable même quand il est victime. Et Tuyau est à cet égard, j'espère que nous le recevrons soit fin juillet, soit à la rentrée. Tuyau, pour moi, aujourd'hui, est devenu cet exemple. Lassana Bathily a refusé de faire ce rôle, mais chacun a sa personnalité. Il a fait ce qu'il avait à faire et il recule. Tuyau, aujourd'hui, je pense qu'il peut être une de ces personnes, Christophe, qui subit, qui est une victime et qui ne ferme pas sa gueule, excusez-moi l'expression, et je la mets entre guillemets, qui défend une cause. Et donc il faut que quand on reçoit quelque chose de mal et qu'on est victime, il faut qu'on bouge. Et je ne sais pas, j'ai pas vu la conférence de presse, par exemple, cher Christophe, et c'est de la provocation, c'est le vendredi. Je n'ai pas vu le patron, le président de l'association de la mosquée de Créteil convoquer une conférence de presse pour aujourd'hui à la sortie de la prière à 15h. Nous n'avons pas ce réflexe. C'est pas un reproche, mais nous n'avons pas le réflexe. N'importe qui, hier soir à la soirée, il envoyait une dépêche à l'AFP et il déclarait qu'il allait faire une conférence de presse sur le parvis devant la mosquée ou à l'intérieur de la mosquée à 15h pour dénoncer. Il y aurait eu 30 journalistes. Il l'a pas fait. Alors si un journaliste fait l'effort d'aller tout seul au téléphone, il est gentil, barakallahu fi, comme on dit chez les Arabes, mais si lui, il appelle pas la conférence, ben personne ne vient. Alors, il faut qu'on acquiert tous, chers auditrices, chers auditeurs, ce réflexe, on subit, on riposte, une riposte citoyenne, et on convoque la presse, et on envoie sa communiqué de presse, et s'il faut aller au tribunal, on va au tribunal. Ceci étant, et sans lien, je vous indique qu'on nous a partagé la pétition qui a plutôt bien marché, de soutien à Farida Amrani, à l'initiative de citoyens. Alors, deux précisions, si vous permettez, cher Christophe. Un, c'est extraordinaire ce que cette pétition a fait. Pratiquement 12 000 jours, ce qui était l'objectif. L'objectif était sur une dizaine, sur une quinzaine de jours, a été atteint en 5 jours, en moins d'une semaine. La deuxième, c'est que c'est une initiative citoyenne qui vient d'intervenants autour de la radio, de personnes, que ça a pris. Cela veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce que je venais de dire, c'est pas pour recommencer, mais quand on prend sa responsabilité qu'on assume, les autres suivent, les autres accompagnent. Mais quand on attend que le bonheur tombe du ciel, ben il va mettre très 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 longtemps à tomber. Et donc bravo, la radio n'y est pour rien, mais les intervenants autour de la radio et des amis de la radio ont boosté cette pétition. 12 000 signatures en 5 jours. C'est extraordinaire. Et j'espère qu'évidemment, on va faire grossir ce chiffre. Les auditeurs de la radio, maintenant, doivent prendre le relais. Sur le Facebook, France Maghreb 2, pour donc aller signer, mais aussi partager cette pétition qui vise donc à soutenir Farida Amrani, soutenir le recours de Farida Amrani au Conseil constitutionnel. Voilà, donc,
Il y a un recours qui a été juridique. déposé mercredi dernier. C'est le Conseil constitutionnel qui va trancher et des auditeurs demandent au Conseil constitutionnel de bien regarder ce dossier parce qu'ils trouvent le recours, comme les citoyens, qu'il y a une injustice dans ce dossier. En clair, il est vrai ce que dit Monsieur Tariq Mami, il faudrait qu'on ait un lobbying qui permet de faire pression contre les discriminations, les injustices que nous commettons. Mais ce lobbying aussi, il pourra dénoncer les actes, les choses que feront la communauté, Tout à fait. qui sont pas normales. Elle ira dans les deux sens. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde. Ouais. Sinon, dans l'actualité, évidemment, on vous l'avait appris ce matin, elle avait porté le combat contre l'avortement. Elle fut la première présidente du Parlement européen. Simone Veil, donc, s'est éteint à l'âge de 89 ans. Sa famille l'a confirmé tout à l'heure. Une figure de la vie publique, déportée à Auschwitz puis à Bergen-Belsen. Magistrate, elle s'était aussi lancée en politique au début des années 1970. Une carrière passée au centre, à l'UDF, avec Métromo, la lutte contre la haine et les discriminations. Un petit mot sur Simone Veil, cette grande dame. D'ailleurs, beaucoup des chaînes de télé ont, pour la plupart, bousculé tous leurs programmes, à l'image de France 2, qui a remplacé tous les programmes d'après-midi par un hommage à Simone Veil cet après-midi. Alors, je sais qu'Hanan va faire un papier un peu plus détaillé et fouillé le lundi. Donc, je ne dirai pas ce que je pense aujourd'hui, je le dirai après le papier de Hanan. Sur le plan franco-français, cette dame est extraordinaire. Sur le reste de l'actualité mondiale, et suivez mon regard, je cherche toujours. Et tant que j'ai pas cherché, je n'ai pas pour habitude de me lancer dans l'émotion pour dire ce que je ressens, sans avoir fait le tour de ce que ma raison me commande. Mais sur le plan de la société française, sur le plan de sa carrière franco-française, je répète encore une fois, c'est une femme extraordinaire. Parce qu'elle s'est battue contre l'extrême droite, elle s'est battue en tant que femme dans un parti de droite contre l'aile droite de son parti, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle serait le fer de lance contre les Ciotti, les Estrosi, les Sarkozy, et d'ailleurs, elle a soutenu Sarkozy en 2007 avec une précision technique, elle l'a soutenu et tout de suite elle lui a dit qu'elle condamnait le fait qu'il voulait donc monter son fameux ministère de l'identité nationale. Exact. Ouais. Et à chaque fois où elle pensait qu'il y avait un dérapage, elle lui disait, et il avait beaucoup d'affection pour elle. Alors en 3 mots, c'est une dame qui a été donc envoyée à Auschwitz à l'âge de 16 ans avec sa mère et sa sœur. Ouais. Sa mère va mourir 1 mois avant la libération de ces camps. Elle revient avec sa sœur en France, parce qu'elle est française, et sa sœur a un amour de l'Allemagne, quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si les auditeurs vont pouvoir accepter ou comprendre. Et en repartant dans un voyage privé après 45 en Allemagne, sa sœur va faire un accident de voiture et mourir en Allemagne. Donc il y a comme une espèce d'attraction de cette terre allemande pour cette famille, et elle va mourir. Son père et son frère, eux, vont mourir en Lituanie. Son père s'appelait Jacob. Elle, Veil, ça doit être le nom de son mari. Après, elle revient, elle fait des études, elle devient magistrate et elle monte très très haut dans la magistrature. Par la suite, c'est Monsieur Chirac, donc, qui va la dénicher avec d'autres, et elle va travailler avec Chirac et avec Giscard. Et Chirac, qu'on aime beaucoup ici à France Maghreb 2 pour 1001 raisons, a eu une attitude extraordinaire pour un homme français masochiste de 1974, puisqu'il a passé une nuit aux côtés de Madame Simone Veil à l'Assemblée nationale pour l'aider physiquement à faire passer la voix sur l'avortement, parce que c'est passé. Hein? Et c'est passé. Et c'est passé. Mais, si vous voulez, voilà la force des hommes qui, quelle que soit l'opinion politique et le parti, eux, Marc Chirac l'a aidé. Et j'ai vu tout à l'heure un détail que je connaissais pas, c'est que la veille de la bataille à l'Assemblée nationale, Monsieur Chirac va lui envoyer chez elle à la maison, et non pas à un ministère, un super bouquet de fleurs, pour l'encourager en lui disant poussette, apparemment il l'appelait comme ça, et il lui disait la bataille va être rude, donc ces fleurs pour te donner le courage d'y aller jusqu'au bout, et elle a effectivement gagné. Je rappelle par contre pour la société française que d'autres pays comme la Tunisie ont autorisé l'avortement en 1962.
Sauf qu'en Tunisie, il a été imposé par le président de la République, M. Bourguiba. Il n'y avait pas ce débat, ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre. Mais la France, là... Les débats étaient violents à l'époque. Hein. Oui, non, mais moi, Très violent, hein. j'ai entendu aujourd'hui une phrase que j'avais oubliée parce que je me rappelle que c'était le premier débat que je cherchais à l'époque. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les tweets et tout ça. Et j'étais pas journaliste. J'étais encore en deuxième année de fac, en droit et en Sciences Po à l'époque, puisque la date, j'allais dire, me rappelle des choses. Et j'ai acheté le journal Le Monde à l'époque, Libération, pour lire le texte du discours. Et il y a un salopard, c'est comme ça des fois qu'il faut appeler les gens, un député qui lui dit, cher Christophe, en réponse, vous êtes en train de faire comme les nazis qui ont envoyé les gens dans les fours crématoires parce que vous voulez assassiner des gamins. En oubliant, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, qu'elle-même, elle est passée par les camps de concentration. Et regardez jusqu'où ça va. Et un autre, il lui dit, vous êtes en train de dire que chaque acte de plaisir vaut un assassinat. Parce que n'importe quel acte de plaisir entre un homme et une femme, un enfant peut être conçu. Et donc vous leur dites, un acte, c'est un crime. Il y a eu vraiment des choses très très affreuses qu'on n'accepterait plus aujourd'hui, mais c'était l'époque. Et Chirac et Giscard, à qui il faut rendre hommage aussi, puisque lui le très élogieux à son encontre. Ah oui, mais c'est lui qui l'a autorisé dans cette mission. Et puis il y avait 2 ou 3 femmes de l'ombre quand même qu'on pourrait citer, à qui tous les noms ne vont pas me revenir, qui l'ont soutenu en cachette pour quelques-unes. Vous avez vous avez en première ligne celle qui l'a aidé le plus, c'est Françoise Giroud. Oui, Françoise Giroud. Qui était une grande dame, patronne du journal L'Express, elle-même ministre de Giscard. D'actrice et tout. Vous avez, même si elle n'a pas fait que du bon dans sa vie, Madame Alliot-Marie, qui à l'époque était toute petite au RPR. Et vous avez une autre dame, alors qui a fait du bon travail, mais que l'histoire a effacé très vite. Une dame qui était ministre de l'université française. Le nom est un peu compliqué, mais il me reviendra. Et ces 3 femmes ont été à côté d'elle. Alliot-Marie pour apprendre, pour comprendre, pour poser, parce qu'elle était très jeune et que la question de l'avortement concernait les jeunes. Et Françoise Giroud par la plume, et l'autre parce qu'elle était ministre de l'Éducation nationale ou de l'université. Saïté, elle s'appelait, ou un truc comme ça. Le nom va me revenir. Et donc, vous avez beaucoup de femmes qui l'ont aidé et très peu d'hommes. Et aujourd'hui, j'ai écouté des hommes qui sont venus fanfaronner pour dire son travail. Je n'ai pas en mémoire leur nom, ou dans des tribunes, quand elle s'est battue contre ou pour l'avortement, en tout cas, pour la liberté des femmes, pour la liberté des femmes d'avorter ou pas. Et elle a même eu une phrase terrible plus tard pour dire quand Sarkozy, j'en terminerai là sur Madame Veil, quand Sarkozy avait dit que chaque élève doit prendre en charge la mémoire d'un enfant juif ou un truc comme ça. Elle a dit c'est pas comme ça qu'il fallait le dire. Tout à fait. Il faut que chaque citoyen, donc quand on dit chaque citoyen, c'est-à-dire qu'il soit juif, qu'il soit chrétien ou qu'il soit musulman, prenne en charge pour qu'il y ait partage de citoyenneté. Et je trouve que celle-là, c'est l'une de ses plus belles phrases. Et en fait, elle a perdu sa carrière politique à partir du moment où Chirac est un grand homme, mais Chirac est un grand rancunier. À partir du moment où elle a été soutenir M. Balladur contre M. Chirac, donc Balladur et Sarkozy, quand Chirac a gagné, la politique pour elle, c'était terminé. Ouais. Jean-Marc, un petit mot sur Simone Veil? Oh, pour moi, c'est une grande dame. Comme disait Monsieur Tariq Mami, sur le plan national, elle a fait quand même des choses, on peut pas l'ignorer. Elle a été dans des combats. C'était une femme de conviction. Il y a des choses qui sont forcément à l'international un peu moins bien, mais en tout cas, faut rendre à César ce qui lui appartient. Elle a vraiment été... on dirait une féministe, mais pas les féministes qu'on connaît. C'était une féministe avant l'heure. C'était pas la féministe qu'on connaît aujourd'hui. Suivez son regard. Non, mais c'est pas une féministe pour le bikini ou pour le deux pièces. C'est une féministe pour le droit de la femme de disposer de son corps. Voilà. Et puis, puisqu'on a parlé aussi des disparitions, on a perdu aussi une légende. Loulou Nicolin. Ah oui. Le patron de Montpellier, parce qu'on peut l'appeler ainsi. Il a fabriqué ce club, il l'a construit, il l'a porté à bout de main. 8 ans pour arriver voilà. Et il a mis son argent. Et la grande gueule du foot français, peut-être l'une des dernières grandes gueules du foot français. Il nous reste Giroud, que Dieu lui rallonge la vie. Alors ça s'est passé visiblement dans un restaurant à l'occasion de son anniversaire en plus. Ah oui, je sais pas, j'ai pas vu. Et oui, il a eu un malaise cardiaque, mais c'est un homme aussi qui avait la grande gueule du Sud, qu'on aimait bien.
Mais paraît-il... Il a la gouaille, quoi. Voilà, et paraît-il que c'était aussi un homme très généreux avec la plupart des anciens footballeurs qu'il a beaucoup aidé. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il n'en tenait pas à en parler. Mais il a aidé beaucoup de footballeurs qui étaient à la rue, anciens footballeurs. Dans la vie, il avait 5000 salariés. Ah oui. Vous pouvez imaginer. Ramassage d'ordures ménagères et compagnie. 5000 salariés, il avait. Il faisait donc vivre 5000 familles à lui tout seul. C'est bien. À côté du foot. Bon, eh bien bravo en tout cas, et donc comme on dit chez nous, l'arhamo. Alors, on va parler un peu, mais sans lien d'ailleurs, sans aucune transition, de la crise du Golfe. Les Saoudiens qui fanfaronnent en ce moment. Vous avez vu les pages officielles des Saoudiens, ça fanfaronne de partout, ça demande une intervention, etc. vis-à-vis du Qatar. Juste pour relater quelques faits, depuis que les Saoudiens ont fait cette exigence et apporté donc ces 13 exigences auprès du Qatar. Qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu l'expulsion de chameaux en direction du Qatar. On a eu la fermeture d'Al Jazeera en Arabie Saoudite. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? On a eu des mesures préconisées. Voilà. Par l'Arabie Saoudite, imposées. L'ultimatum des relations se termine dans, je crois, 3 jours. Ouais, et c'est ça. le Qatar qui, pour l'instant, reste debout et n'entend pas céder à ses exigences. Alors, est-ce que finalement le divorce est bel et bien consommé entre l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe et le Qatar ? Je dirais plutôt que c'est une scène de ménage plutôt qu'un divorce, et que il faut prendre. Elle est rude, comme scène de ménage. Voilà, il faut prendre ça avec mesure. Cette situation. Je pense qu'il faut pas mettre d'émotion et avoir pour se faire un avis, ça demande carrément des analyses géopolitiques, de sciences politiques et tout, etc. Parce que vous avez deux pays qui quelque part se font une petite guerre d'hégémonique économique. Vous avez d'un côté l'Arabie Saoudite qui a une manne pétrolière, qui a les moyens de faire beaucoup de choses, qui n'a pas fait autant que ce qu'a fait les gens du Qatar en si peu de temps. En si peu de temps et avec une autre idéologie. Et qui est un petit peu, ils sont pas soumis sur le régime wahhabite, le régime religieux. Il y a beaucoup de choses où le Qatar est très ouvert. Ils ont connu une évolution spectaculaire qu'on n'a jamais connue dans le monde. C'est-à-dire que quand on est au Qatar, c'est presque quasiment comme si on était dans un pays d'Europe et tout, etc. C'est plus proche. Par contre, en Arabie Saoudite, c'est complètement... Alors là, il n'y a aucun rapport. Donc, il faut analyser les choses par parcimonie et puis il faut pas rentrer dans l'émotion. Tariq Mami, est-ce qu'on entrevoit un petit peu ce qui risque de se passer ? Non, mais d'abord un mot sur le Qatar et sur l'Arabie Saoudite. Oui. J'allais dire, moi, le Qatar, je ne le porte pas dans mon cœur. Je l'ai dit 1000 fois et je le répète ici. Le Qatar a été à la base des financements des actions terroristes, faut le dire clairement. 1. 2. À l'intérieur des familles qataries, les familles sont un peu plus ouvertes que l'Arabie Saoudite où tout est fermé. Sur le plan religieux, tous les deux sont dans le wahhabisme pur et simple. Le Qatar a un islam wahhabite qui n'a rien à envier à celui de l'Arabie Saoudite si on enlève un peu les exécutions publiques au coup de l'épée sur les parkings. Mais la réalité est le même. Le Qatar, l'Arabie Saoudite utilise la religion pour garder le pouvoir, pour fermer les esprits des gens, pour dominer la région. Aujourd'hui, pour s'opposer à l'Iran et pour se coucher devant les Israéliens en cachette et devant les Américains en plein soleil. Pour en cachette, pardonnez-moi, les relations maintenant commencent à être claires. Non, mais pour le moment, elle est encore en cachette par rapport, ils reçoivent pas Netanyahou comme on reçoit Trump. Non, pas encore. Voilà. Non, mais moi, la base, personne ne courant qu'il y a une base israélienne là-bas. Aujourd'hui, je parle d'aujourd'hui, Christophe. Vous me connaissez, je veux pas parler de non, Par contre, le Qatar, et lui, sur ce plan-là, il prend de l'indépendance vis-à-vis de tout le monde, puisque il joue en fait pour sécuriser le pouvoir. Il est proche des Russes, il est proche des Iraniens, il est proche des Américains, il est proche des Turcs, il est proche de tout le monde pour sauvegarder. Donc, on ne peut pas comparer. On doit comparer fondamentalement sur la pratique religieuse wahhabite de deux pays, mais on peut pas comparer la politique intérieure et la politique extérieure, mais on peut comparer le soutien farouche à tout ce qui considère moi le terrorisme, l'islam politique armé et l'islam politique tout court, je m'arrêterai pas.
Ils ont participé à faire assassiner Kadhafi, clairement. Ils ont aidé le parti religieux en Tunisie, Nahda, pour qu'il gagne les élections avec l'argent et avec la télé. Ils sont à la base deux grands mouvements en Syrie contre le président Bachar qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et donc aujourd'hui, la situation est telle que il y a une confrontation. Cette confrontation, j'avais fait un papier, Christophe, je ne vais pas revenir dessus, il y a quelques semaines. En 2 mots, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, pour pouvoir établir les liens que vous dénoncez avec Israël en toute transparence et publiquement, doit devenir le seul, le seul mastodonte de la région qui donne les ordres que personne ne conteste. Et sachant que le Qatar contestera, parce que le Qatar, paradoxalement, c'est paradoxe, est le seul pays qui aide les Palestiniens de Gaza à survivre, ce que l'Arabie Saoudite ne fait pas. Et donc, elle fait de la politique, de la réelle politique, et l'Arabie Saoudite, en clair, elle veut que quand le prince saoudien, surtout le jeune, le futur dictateur qui a aujourd'hui 30 ans, prenne une décision comme aller tout seul faire la guerre au Yémen, tout le monde se couche, tout le monde suit. Et voilà le fondement, si vous voulez. Les conséquences, Tarek, à l'issue de cette les conséquences. Les conséquences, il y en a deux, il y en a 2, il y en a pas 36. C'est-à-dire où les Saoudiens arrivent à un certain moment de l'histoire, aujourd'hui, demain, dans 6 mois, à faire un coup d'État à l'intérieur de la famille régnante pour mettre une autre famille à la place qui, elle, tout de suite, appelle l'Arabie Saoudite à venir la soutenir. Et là, plus personne ne peut intervenir de l'extérieur parce que vous pouvez, une fois qu'une tribu se coupe en 2, vous, les Turcs, même si vous avez une base, si vous allez pour remettre l'ancienne, vous faites de l'ingérence intérieure, parce que quand vous installez, vous les Turcs, une base au Qatar, c'est pour protéger l'État du Qatar, c'est pas pour protéger le roi du Qatar. Et donc, où il y a cette solution et les Saoudiens arrivent à la faire, ou c'est un truc qui va devenir un prérogate, donc une blessure ouverte, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre d'assez puissant tape sur la table pour arrêter, parce que quand on voit quand même ce qui se dit aujourd'hui à l'intérieur de l'Arabie Saoudite et des Émirats contre le Qatar, c'est pas comme ça qu'on va créer une solidarité de pays musulmans ou de pays arabes. Voilà, on peut dire. Toutes les possibilités sont ouvertes. Moi, je pense qu'il y aura un coup d'État à l'improviste le 15 juillet, le 15 août, un jour où personne ne fait attention, ou alors c'est un truc qui va nous emmerder pendant des années. Et j'espère que ça ne sera pas. Excusez-moi, chers auditrices, chers auditeurs, cher Christophe, que ça ne deviendra pas la question du Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie et qu'on parte sur 30 ans de guerre larvée sans solution. Dans un instant, on va parler de Macron, magicien, mais jusqu'à quand? C'est le papier de Tarek Mami. Et puis on parlera un focus aussi sur la situation au Maroc avec des manifestations qui perdurent, des emprisonnements d'ailleurs dénoncés par RSF. Une centaine de personnes. Beaucoup, et de répression, de torture même, certains en parlent aussi. On va faire le point donc sur cette situation donc du côté de Aïlou Sima dans un instant sur France Maghreb 2. C'est France Maghreb 2 LGF jusque 18h30, ravi de vous retrouver avec Jean-Marc Zébellus, notre ami qui est avec nous aujourd'hui, Tarek Mami bien sûr pour commenter toute cette actualité. Vous appelle bien sûr au 01 40 33 9000 si vous le souhaitez pour venir vous mêler à la discussion. C'est ce qu'on va d'ailleurs prendre la direction tout de suite du standard pour un nouvel appel avant de retrouver l'avis tranché de Tarek Mami sur Emmanuel Macron, magicien Emmanuel Macron pour l'heure, mais jusqu'à quand? Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est à moi? Oui, c'est à vous. Bonjour, cher monsieur. Quel est votre prénom? Je m'appelle Aziz et je vous appelle de Marseille. Ah, notre ami Aziz, comment il va? Ça va, merci. Et à toi aussi, bonjour. Bonjour, monsieur Aziz. Comment dire, Saha Aïdkoum, parce que c'est encore le temps, là. Exactement. Je peux dire encore, je crois, 10 jours. Aïd Moubarak, Aziz, en tout cas. Voilà. Alors, Aziz, ça tombe bien. Je tombe comme un cheveu dans la soupe, là. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, mais de toute façon, ça tombe bien parce qu'on souhaitait vous passer un petit coup de fil, pour que on parle et on évoque la situation, du Maroc, qui perdure à l'ESMA, donc, avec ces manifestations, violemment réprimées. RSF d'ailleurs qui dénonce l'emprisonnement de quelques journalistes, et de quelques opposants, et une manifestation, je signale aux auditeurs, à Paris ce dimanche, pour soutenir donc les Rifins, ce dimanche au départ de la place de la Bastille, je crois, oui c'est ça, et direction la place de la République, ce dimanche, je crois, pour l'heure c'est 14h30 à vérifier. La situation donc de AESMA, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, même après l'intervention du roi dans cette affaire, la situation continue de perdurer?
Oui, effectivement. Peut-être que je suis pas le mieux placé pour en parler, mais toujours est-il qu'on s'intéresse aussi. Et c'est pour ça que, nous aussi à Marseille, on essaie d'organiser une sorte de visibilité à la solidarité, là. Oui, la situation, elle est devenue intenable. Elle est intenable depuis un certain nombre d'années, notamment depuis le fameux 28 octobre, là, vendredi 28 octobre 2016, au moment où un monsieur de 31 ans se fait carrément enfariné, plutôt écrasé dans une benne à ordures, tout simplement parce qu'il a voulu défendre son gagne-pain, tout simplement. C'est-à-dire que, et depuis ce temps-là, ça a commencé par un mouvement de colère qui demande justice par rapport à monsieur Mohsin Fikri, c'est comme ça qu'il s'appelait, ce poissonnier de métier. Et oui. Oui, on vous écoute, Aziz. Et depuis, ça continue. Ça veut dire qu'on a, c'est l'art de nos gouvernants dans les pays du nord de l'Afrique, là et un peu partout, c'est de répondre toujours à côté, jamais sur le fond. Et la situation a commencé à continuer à pourrir et le mouvement s'agrandit et il reprend maintenant une plateforme beaucoup plus large que la revendication de justice pour Mohsin Fikri. C'est beaucoup plus un mouvement social qui réclame un certain nombre de revendications sociales qui concernent exceptionnellement cette région-là. C'est une région stigmatisée, une région marginalisée depuis 1958. Il faut dire 58-59. Le prince héritier de l'époque, qui s'appelait un certain Hassan II, qui est devenu plus tard le roi du Maroc, a voulu punir cette région-là pour son irrédentisme et pour ce qu'on appelle par sa résistance face à toute forme de domination, qu'elle soit de la monarchie ou un peu plus ancienne par rapport à la colonisation. Elle a voulu la punir et donc aucun projet d'infrastructure, et il a ouvert les portes pour l'immigration. C'est pour ça qu'on retrouve l'ensemble des rifins ont quitté la région pour se retrouver soit en Hollande, soit en Belgique, etc. Donc la région était devenue depuis 59 sous domination militaire. Et donc c'est ce mouvement-là qui maintenant demande à ce que cette région devienne un temps soit peu comme une région comme une autre au Maroc, même si ailleurs c'est pas toujours le paradis, mais toujours est-il que pour rattraper les autres régions, donc il y a ce mouvement-là. Et là, ce mouvement-là a une intelligence, c'est le fait de dire que ce que nous demandons, c'est en fait, ça concerne l'ensemble de ce qu'on appelle des habitants du Maroc, et c'est pas seulement les gens de Hoceima et du Rif, ça concerne toute la région. Mais, et c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle actuellement, il y a une sorte de répondant dans le pays, Il y a des manifestations à Casa, à Rabat, à Marrakech, un peu partout, dans la région, pour demander ce qu'on appelle que solidarité et justice soient faites à cette région. Aziz, et donc ça continue. Voilà. La réponse côté politique, oui. et notamment par le roi qui effectivement a parlé, a tenté de calmer un peu les choses. Pour l'heure, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça veut dire que les gens disent on veut du concret. Ça veut dire venez discuter. Comment voulez-vous demander des choses? Et en même temps, il y a des gens qui sont en prison. Et pourquoi sont-ils en prison, ces gens-là? Ils n'ont rien fait de spécial. La personne qui a, on a dit comme quoi il a stoppé, ou je sais pas, il a empêché un prêche. Il n'a pas empêché un prêche. Monsieur Nasser Zefzafi, tout ce qu'il a dit, c'est entre deux prêches. C'est même pas au milieu d'un prêche. Pendant une sorte de pause, là, il a pris la parole pour dire que le prêche dans une mosquée, ça doit concerner, c'est strictement religieux, c'est ce qui nous concerne en tant que croyants, etc. Ça ne peut pas être le message de quiconque de l'extérieur, ou fût-il Amir al-Mu'minin, fût-il le commandeur des croyants, ce n'est pas la parole. La mosquée appartient à ses croyants et à Dieu. Donc finalement, pour ça, on a organisé une sorte de chasse à l'homme. Et on arrête. Les gens sont en prison. Les gens ont pris 18 mois. Certains ont pris 18 mois. Alors que les assassins ou les présumés assassins de Mohsin Fikri ont pris 6 mois. Et ça ne peut que convenimer une situation déjà assez délétère, quoi.
Voilà. Tarek Mami, vous qui êtes allé au Maroc il y a pas longtemps, vous avez un petit peu parlé de cette situation. Je voudrais d'abord, si vous permettez, Christophe, poser la question à notre ami Aziz, puisqu'il y a une projection d'un film sur le RIF de 1958. C'est quand, où et pourquoi, Aziz? Aujourd'hui, il y a un film, donc ici à Marseille, organisé par le Front Uni des Immigrations Populaires. Ça se passe à 19h, donc dans 2 heures, quoi. Donc au 29 boulevard Longchamp, dans le 1er arrondissement, hein. Donc c'est le local de Solidaire, pour les gens qui le connaissent. Et le film relate une période aussi douloureuse de ce pays-là, c'est-à-dire que la période de 58-59, où on a vu l'armée marocaine faire son baptême de feu sur les populations donc du RIF, et elle a écrasé une sorte de révolte, si on peut parler comme ça, puisque on parle de pas moins de 8000 morts en l'espace de 3 mois, c'est-à-dire que le prince héritier à l'époque, qui s'appelait Hassan II, a mis 80% de son armée dans cette région pour mater une révolte d'essence sociale et un peu politique bien sûr, mais d'essence sociale. Et ça d'un côté, de l'autre côté, il était aidé à l'époque par quelqu'un, un très bon élève de l'armée française, qui s'appelait le général Ophir, l'homme aux mains sales, comme on dit, celui qui fait les sales boulots là. Ce monsieur-là qui a mené de main de fer, et il y a des témoins. Et c'est la première fois que les gens témoignent de cette période-là où le pire a été commis dans cette région. Le crime a été commis, les crimes d'honneur, etc. Aziz, et ce film-là, cette période-là. Je sais pas si vous m'entendez. Alors, ce film a été produit, fait quand, et pourquoi avoir choisi ce film? A été produit par monsieur, il s'appelle Idrissi ou Idrissi. Bon, le prénom m'échappe tout de suite. Tarek Idrissi. Donc c'est un film produit en 2014. D'accord, c'est récent. Un film documentaire. D'accord. De 76 minutes. Qui relate cette période-là. Et pourquoi vous l'avez choisi, ce film-là, et pas un débat sur l'actualité d'aujourd'hui? Bien sûr. Non, mais parce que le film répond un peu à parce que quand on regarde ce qu'on appelle la plateforme de revendication actuelle, c'est une plateforme pensée, clairement exprimée. On se dit, tiens, tout d'un coup, un mouvement comme ça aussi spontané, arrive à structurer une région, arrive à structurer, des gens arrivent à tenir ce qu'on appelle tête, et en même temps de manière pacifique, hein, parce que face au massacre de la police et de la gendarmerie, les gens crient ce qu'on appelle silmiya, c'est-à-dire pacifique. Oui, c'est la seule arme, silmiya. Je sais pas si vous avez vu des vidéos de manifestations. Oui, tout à fait, j'ai vu celle de Casablanca. Silmiya. Oui. Ça veut dire que c'est une arme redoutable, hein. Ça veut dire que c'est plus que la matraque et le gaz lacrymogène en face, hein. C'est le milieu. Donc ce mouvement-là, donc il y a une sorte de structure de mouvement. D'où vient tout d'un coup ce mouvement? En fait, il tient lieu, c'est-à-dire ce qu'on appelle ils sont des héritiers de ces gens-là. C'est des gens qui ont quand même combattu depuis les 20, hein, Abdelkrim Khattabi, puis plus tard, contre la monarchie en 58-57. Et ce film, justement, fait le lien. Nous, on arrive à faire le lien entre cette période-là et la période actuelle, et j'espère que la période actuelle, on n'arrivera pas au dérapage des années 58-59. Pour le moment, pour peu que le Mohsen Fikri soit le dernier mort, la dernière victime de ce mouvement-là, c'est tout ce qu'on souhaite, et c'est pour ça qu'il faut qu'une solidarité un peu partout s'exprime. Je suppose qu'elle s'exprime un peu partout maintenant, pour qu'il n'y ait pas de massacre à huis clos, parce qu'on n'a pas besoin de ça. Alors, moi qui connais un peu le dossier, cher Aziz, mais pas comme vous, il y a une autre version, si vous voulez, sur place au Maroc. C'est une version qui indique qu'en fait, il y a une espèce de mafia, entre guillemets, des
trafic du poisson, notamment du thon, qui existe dans cette région, et qu'il y a quelques milliardaires qui utilisent les jeunes pour vendre un poisson interdit de pêche au moment. Et donc, ça serait une décision, j'allais dire, à la fois politique et économique, que d'avoir décidé d'enlever le stock de poissons de ce malheureux martyr, parce que dans l'islam, tous ceux qui sont morts sont martyrs. Après, Dieu là-haut, comme disent les protestants et les chrétiens, fera le tri. Mais que c'est plutôt un trafiquant dans un domaine interdit par la loi, et que effectivement cet assassinat, parce qu'il s'agit d'assassinat que tout le monde reconnaît, a été fait par un fonctionnaire de l'État ou par un collègue à lui concurrent ou par une tierce personne qui l'a bousculé, n'a pas d'importance en soi. Ce qui est important, c'est l'assassinat d'un être humain. Et donc il y a les deux versions aujourd'hui qui se battent, y compris avec des détails fournis par l'agence de communication officielle, la MAP, qui dit que par exemple cette histoire d'autoroute n'est pas vraie parce qu'elle a été construite. Cette demande de mettre fin à effectivement un décret ou une décision politique des années 58 a été retirée il y a 15 ans. Donc il y a un vrai débat à l'intérieur. Mais moi qui rentre du Maroc, j'allais dire aujourd'hui, contrairement à il y a 10 ans, l'opinion marocaine est divisée. Il y a 10 ans, quand il y avait quelque chose, en général, tout le monde était d'accord avec la version officielle. Du temps de Hassan II, en tout cas. Et aujourd'hui, par contre, je vois qu'il y a un débat dans la société marocaine, sur ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, et surtout il y a aujourd'hui des manifestations dans d'autres villes, y compris Casablanca, Rabat et le sud du Maroc, et ça c'est peut-être l'ouverture que le Maroc aujourd'hui vit. Il y a un petit changement quand même, et sur lequel nous devons, nous les uns et les autres, insister pour qu'il y ait encore plus de droits, encore plus de liberté, pour que toute la vérité apparaisse, et que les assassinats ne puissent plus être aujourd'hui enterrés dans les préfectures, comme c'était il y a 20 ans, du temps de Hassan II, puisque même le roi actuel reconnaît les injustices commises par du temps de son père. Il en a rectifié beaucoup, et je peux vous dire que moi j'ai beaucoup d'amis marocains qui étaient les plus grands opposants à Hassan II à Paris, qui aujourd'hui occupent des postes clés dans l'État. Donc c'est toujours un peu ambigu, mais votre travail, peut-être ce qu'il va amener de bien, c'est qu'il va ouvrir le débat sans qu'on soit sûr aujourd'hui, j'allais dire, qui a raison, qui a tort, mais en général, là-bas comme ici, on a toujours tendance, et c'est normal, d'aller aider le plus faible, parce que mettre 100 personnes en prison, y compris avec des titres aujourd'hui inacceptables de, manifestations non autorisées, c'est ridicule aujourd'hui. Mais en clair, et pour répondre très vite, Aziz, Tarek, Jean-Marc, est-ce qu'il faut craindre un embrasement ? Donc craindre peut-être pas, mais espérer que les autorités politiques marocaines fassent autant que nécessaire et que possible pour expliquer qu'aujourd'hui c'est un problème de société qu'il faut régler, parce qu'il y a toujours dans chaque société, la nôtre là-bas ici, des extrémistes qui vont surfer sur la fac, récupérer et partir sur l'autonomie, sur l'indépendance, sur la berbérité, alors que je suis étonné, moi qui a été 3 fois ces 2 dernières années au Maroc, aujourd'hui toutes les institutions marocaines portent les noms des institutions dans 3 langues, l'arabe, le français et l'amazir, je sais pas comment ça s'appelle au Maroc. Le berbère, l'amazir. Mais en tout cas, il y a des avancées au Maroc. De retour de mon voyage avec le président Macron, j'ai fait, cher Aziz, ici à papier, pour dire, moi qui voyage beaucoup en Algérie, beaucoup en Tunisie et beaucoup au Maroc, quand je reviens, j'ai l'impression qu'il y a un pilote dans l'avion marocain et qu'il n'y en a pas en Algérie et qu'il n'y en a pas en Tunisie, même s'il y avait même si en Tunisie il y a 2, 3, 4, 5 pilotes, mais il n'y en a pas un, on sent pas une impulsion, alors qu'au Maroc, on sent tout ça. Alors justement, puisque vous parlez de la Tunisie, est-ce que Fikri peut-être est le Bouazizi de la Tunisie ou a rien à voir? Alors certains voudraient l'utiliser comme tel. Le roi a été plus malin que Ben Ali. Faut dire on est en train de réécrire l'histoire récente. C'est que le roi, quand les fameux printemps arabes qui se sont révélés plutôt des hivers pour moi arabes, a tout de suite procédé, d'ailleurs avec une manœuvre politique extraordinaire, à la réécriture ou la pseudo-écriture d'une nouvelle constitution qui a en apparence tout donné au gouvernement, mais qu'en réalité lui laisse tout le pouvoir.
Deuxième chose, il a permis à ce que le vote sur le référendum de cette assemblée se passe partout dans le monde. Et en France, on a vu un engouement extraordinaire. Et à la radio, on a reçu les gens et nous-mêmes, on a poussé les gens à aller voter. Mais une fois que cette page est tournée, quand on est arrivé aux élections législatives, là tout d'un coup, toc, il n'y a plus de vote pour la communauté à l'étranger. Ouais. Donc c'est une bataille politique. Côté, oui. Oui. Donc c'est une bataille politique et c'est au peuple marocain de mener la bataille pour qu'il n'y ait pas de dérive, à mon sens. Aziz, un dernier petit mot alors. Oui, non, Sur tout ce qui vient d'être dit. juste c'est que nous, moi, tout ce que je dis, c'est que dans cette affaire de Mohsen Fikri, les gens cherchent la vérité, point à la ligne. Oui, C'est-à-dire qu'il y ait telle version, telle autre version, etc. Pourquoi il n'y a pas eu, pourquoi que la vérité n'a pas éclaté jusqu'à un nouvel ordre, hein? C'est-à-dire que la chose reste encore, les choses restent floues. Deuxièmement, effectivement, il y a une ouverture au Maroc, ce n'est plus les années de plomb de Hassan II, mais ce qu'on appelle un certain nombre de choses continuent encore. Le Marxisme encore tient ce qu'on appelle les rênes du pouvoir, hein. Le gouvernement, c'est de l'avis de nos compatriotes marocains qui le disent, le Marxisme tient les rênes du pouvoir. Oui. Le gouvernement est en quelque sorte une sorte de marionnette, etc. Certes, il y a une liberté d'expression, une liberté de ton indéniable, ça effectivement, mais les gens demandent encore, et d'ailleurs même les associations marocaines de droits de l'homme disent effectivement, au sein même des institutions, ils nous encouragent Tout à fait. officieusement à exercer davantage de pression pour encore davantage d'ouverture politique etc. Hein. Donc, voilà. Alors, dans une discussion de café, cher Aziz, chers auditrices, chers auditeurs, moi, beaucoup de Marocains m'ont dit qu'en réalité, il y a plusieurs batailles dans cette bataille de Hoceima. Il y a d'abord une bataille de Merzen contre le roi. Parce que si le roi venait à lâcher sur cette question comme sur d'autres, eux-mêmes vont perdre ce qu'ils ont comme contrôle sur le pays. Qu'à l'intérieur du gouvernement, en tout cas des partis politiques, il y a une guerre entre les différents partis. Chacun voudrait pouvoir surfer et régler le problème pour se faire bien voir aux yeux du roi aujourd'hui et peut-être des électeurs demain. Et que donc, il y a plusieurs batailles dans la bataille. Oui, peut-être, oui, effectivement. Nous, on s'en tient à un mouvement de solidarité pour la libération des détenus, pour qu'une justice sociale, etc. On peut pas, de ce côté-ci de la Méditerranée, on peut pas nous substituer aux gens qui sont sur place. Il y a un mouvement populaire, et c'est sur cette base-là on se base, c'est-à-dire qu'on prend pas position par-ci ou par-là. Donc, on prend position sur la base des plateformes de revendication qui sont publiques de la part du mouvement Le Hirak, là, voilà. Et que par rapport à cette affaire de berbères, etc., sachez quand même que ce mouvement-là, effectivement, la région de Hoceima est une région amazighophone, donc berbère, mais dans cette plateforme de revendication, il n'est nullement question de séparatisme, ni de ce qu'on appelle de spécificité en tant que quantité à part. Au contraire, il parle de l'infisalia, c'est-à-dire non au séparatisme. Nous sommes pour ce qu'on a là, non à la marginalisation de la région. Et puis, il s'exprime d'ailleurs, c'est ça l'intelligence de ce mouvement-là, même s'ils excellent dans la langue tamazight, dans la langue du Rif, mais ils s'expriment parfaitement dans la langue du marocain, ce qu'on appelle dans la langue arabe, des Marocains, que les gens comprennent. Et ça, je trouve, moi, en tant que natif d'une région qui s'appelle la Kabylie, je trouve que le mouvement dans le Rif est beaucoup plus intelligent, a une intelligence de manœuvre beaucoup plus fine que nos compatriotes en Kabylie ou que ce soit. Oui, voilà. Surtout que vos compatriotes en Kabylie avec Farhat Meni qui carrément maintenant menace ses opposants. Voilà. Alors, dernier mot. L'état de désarroi et d'impasse dans lequel se retrouvent les gens. Voilà. Alors, dernier mot, dans toujours ces discussions de café que j'ai eues pendant 2 jours au Maroc, et j'étais... Vous avez bu beaucoup de café, donc, hein. Ah ben, c'était Ramadan, donc le soir, j'ai quitté l'hôtel. Ici aussi, il y a des discussions de café. Et on m'a présenté un copain du copain qui est de Hoceima, et il me dit, en fait, il y a un mot qu'on n'ose pas dire, c'est que il y a trop d'argent qui a été versé dans le Sahara,
que cet argent n'a pas été équitablement reparti sur tous les territoires. Voilà. Mais ce discours, on peut pas toujours le tenir, parce que si on tient ce discours, c'est qu'on vient à contester la position officielle du Maroc sur le Sahara. Et là, on va nous traiter de tous les mots, les traîtres, le truc comme ça. Donc, ils sont aussi conscients des limites des discours à l'intérieur de la société marocaine. Merci en tout cas Aziz de nous avoir éclairé un petit peu sur cette situation. Donc, pour ceux qui vous écoutent, ils sont nombreux ici à Marseille. On leur donne rendez-vous dans 2 heures là. Donc dans moins de 2 heures à 19h au 29 boulevard Longchamp. Voilà. 29 boulevard Longchamp. Pour continuer la discussion. Merci Christophe. Merci Aziz. Allez, bon. Je vous en prie. Et pour être tout à fait complet, et le Skype est toujours ouvert, bien sûr. Je rappelle que la manifestation, donc pour soutenir justement cette contestation dans le RIF au Maroc, c'est ce dimanche 14h30 place de la Bastille, direction la place de la République, pour ensuite un rassemblement statique. Donc voilà pour ce qui est de ce sujet, et on en reparlera. On va suivre ça évidemment de très près. Dans un instant. Alors on a notre collègue journaliste spécialiste de cette question que nous aurons peut-être la semaine prochaine ou un peu plus tard, mais qui aujourd'hui a eu un empêchement personnel. Et c'est un bon père puisqu'il va à la, comment on appelle ça, à l'école pour la réunion. C'est la fête d'école. Voilà, non, pas la fête, la réunion des parents d'élèves pour le passage de fin d'année. Et donc il devait, lui qui connaît très bien ce dossier, donc on donnera son nom quand il sera avec nous. Et bon, on l'aura une autre fois, parce que moi ce que je souhaite, c'est qu'on éclaire la situation dans les pays du Maghreb, en donnant toujours les éléments et les faits, les éléments de compréhension aux auditeurs, pour que chacun puisse se faire sa propre opinion. La radio ne prenant pas position pour l'un ou contre l'autre, mais doit expliquer pédagogiquement ce qui se passe. Tout à fait. Si j'ai cru comprendre que c'est avant tout une revendication de l'égalité de traitement de toutes les régions, puisque le Maroc est un pays indivisible, avec une population indivisible. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'on essaye toujours de faire le parallèle entre les pays du Maghreb. Je veux dire que chaque soulèvement, chaque mouvement, chaque revendication a forcément sa spécificité et tire son essence aussi de son histoire qui lui est propre. Oui, tout à fait. Bon, allez, dans un instant. Vous pourrez prendre votre voiture du sud tunisien pour traverser toute l'Algérie et traverser tout le Maroc aller-retour sans que quelqu'un ne vous demande. Pas pour demain. Ah ben, c'est l'espoir, et sans que quelqu'un, on peut vous demander votre pièce d'identité, comme partout. Bon, je veux dire, si on pouvait faire comme Schengen ici pour ces 3 pays, je pense qu'en moins de 10 ans. Tout le monde aurait gagné. Non, mais en moins de 10 ans, toutes les mentalités changeront, et vous verrez, vous allez dire, je prends le pari qu'en 10 ans, les Maghrébins changeront et de caractère, et de travail, et d'éducation et tout, parce qu'ils iront voir à côté, en se sentant chez eux, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui, surtout sur les frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc. Dans un instant, programme chargé, disais-je, avec dans un instant le papier, l'avis tranché de notre ami Tarek Mami sur Macron, le président Macron, le magicien. Mais jusqu'à quand? Le j'aime ou j'aime pas, le zapping et l'avis tranché de Jean-Marc Zébélus. C'est quoi ton avis tranché déjà? Ce sera ça sera une question à se poser concernant le rapport de la Cour des comptes. Savoir si le rapport de la Cour des comptes. Si on n'est pas en faveur, est-ce qu'on cherche pas des excuses, des prétextes? Coup de vis ou pas du camp Macron d'ailleurs. C'est dommage, on avait un jeune rend-il service au gouvernement qui venait de temps en temps et qui était lui spécialiste des chiffres et des rapports. Oui. J'ai oublié son nom. Monsieur Badri Ahmed. Monsieur Badri, voilà, on salue Monsieur Badri. Monsieur Badri aurait été heureux ici d'être à vos côtés, cher Jean-Marc. Parce que lui, il déchiffre, il adore les chiffres, le pourquoi du comment, le caché, le pas caché, mais bon. Alors, puisqu'on parle de chiffres, si on se tait pas maintenant, ça va pas être des bons chiffres pour la caisse de France Maghreb 2. Alors, tout de suite, pub. Le grand forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2, donc oui, bel et bien là, avec Jean-Marc Zébélus, Tarek Mami, pour nous accompagner aujourd'hui, jusqu'à 18h30 bien sûr pour le grand forum. Quelques petites infos à vous rappeler avant qu'on passe dans un instant donc à l'avis tranché de Tarek Mami sur Macron le magicien, mais jusqu'à quand? Eh bien nous verrons cela dans un instant. 2 petites infos, d'abord la pétition de soutien au recours déposé par Farida Amrani contre Manuel Valls au Conseil constitutionnel. On vous l'a partagé sur la page Facebook, on vous invite évidemment à la signer, à la partager et voilà pour faire grandir cette grande chaîne donc de soutien à Farida Amrani, candidate donc qui était face à Valls et qui conteste bien sûr cette
élection, ce résultat en tout cas de cette première circonscription de l'Essonne. Je peux vous dire que les habitants et les militants de la première circonscription de l'Essonne sont ravis de cette pétition. Et voilà, donc peut-être que là, on a encore une occasion de montrer un poids, de montrer une certaine puissance, Qu'on existe, voilà, parce qu'on peut dénoncer, on peut prendre le téléphone et puis gueuler, mais ça n'avance pas à grand chose. Là, en l'occurrence, on peut peut-être faire peser en tout cas quelque part notre importance et au travers de cette pétition. Donc n'hésitez pas à aller la signer et la partager. On vous l'a mis tout à l'heure sur la page Facebook France Maghreb 2. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, parce que c'est un membre de la team LGF et parce que aussi c'est un ami, Hossein Ras, qui organise donc son Bibliothèque, un projet absolument extraordinaire. Ça se passe dans un café, dans les sous-sols d'un café de Sarcelles, avec donc ces écrivains, ces gens qui écrivent donc et qui viennent rencontrer ces citoyens, les citoyens, les gars du quartier en quelque sorte. Et demain, l'invité de marque de Bibliothèque pour ce 1er juillet demain est Lassana Batili, qui a écrit ce livre de Je ne suis pas un héros, qui sera donc l'invité de Bibliothèque, donc Hossein Ras, qui vous invite demain soir à Sarcelles. Je crois que Jean-Marc ira y faire un petit tour. Oui, on est en train de mettre ça en place. Justement, on fera un petit tour. Et puis aussi, il y a une petite nouvelle, Christophe, qui est quand même assez importante. C'est quoi ta nouvelle ? Selon la source de France Info, nous faisant part de la condamnation du sénateur Philippe Kaltenbach, qui a été reconnu coupable, qui va écoper de 2 ans, qui a été condamné à 2 ans de prison, dans 1 an avec sursis. Il a été reconnu coupable de corruption passive pour avoir accepté de l'argent liquide de la part d'un de ses adjoints lorsqu'il était maire de Clamart, contre une promesse d'attribution de logement social à un tiers. Bon, très bien, merci pour cette nouvelle. On n'en a pas fini avec les... Il n'y a pas celle-là, il y a Madame Le Pen mise en examen. Alors, il paraît qu'elle a refusé de parler au juge. Hein? Elle a refusé de répondre aux questions du juge, mais elle a amené une déclaration écrite. Non, mais elle fait ce qu'elle veut aujourd'hui. Quand vous êtes mis en examen, c'est-à-dire que la machine administrative et la question va être posée aujourd'hui avec la nouvelle loi de la moralisation. Est-ce qu'on garde cette immunité parlementaire qui permet à quelques-uns de gagner du temps un maximum? Il est clair. Par exemple, vous avez une dame, on peut penser ce qu'on veut, une ancienne députée de Marseille, qui a été condamnée. C'est bien Drieux. Oui, bon, ça change rien. Elle a pratiquement tenu 5 ans entre le début de l'enquête, sa condamnation, et le fait qu'elle quitte l'Assemblée nationale. Et il a même fallu que le Conseil constitutionnel et le bureau de l'Assemblée s'en saisissent. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle démissionne. Donc, est-ce que c'est normal que quelqu'un qui est condamné en première instance, qui est condamné en appel, qui va en cassation, profite de 4 ans pour continuer à toucher l'argent public? Donc, cette question d'immunité viendra dans la loi. Et est-ce que quelqu'un qui est mis en examen doit pas dégager? De toute façon, aujourd'hui, on veut de la propriété entre guillemets. Et vous avez donc les dossiers qui traînent. Monsieur Dassault, qui est d'ailleurs impliqué dans le résultat positif de M. Valls dans sa circonscription. Et vous avez M. Balkany de l'autre côté qui restera encore jusqu'à 2019, jusqu'à ce qu'il soit condamné définitivement maire de la ville. C'est pas normal tout ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que d'ailleurs le fameux bulletin, bulletin vierge n'est pas dans la loi. Il faudra le rajouter. Donc il y a encore du taf à faire. Question technique. Macron n'aura pas tout terminé. Question technique, Tariq Pami, si le Conseil constitutionnel invalide l'élection, il y a plusieurs demandes d'annulation. Donc. Non, mais par rapport à Farid Amrani et Manuel Valls, est-ce que à partir du moment où le Conseil constitutionnel invalide l'élection, Manuel Valls n'a plus le droit d'aller, peut plus aller à l'Assemblée nationale? Non, dans la situation actuelle, il a le droit de revenir se présenter. Alors il y a 2 situations ou 3 qui sont théoriques dans lesquelles il ne repartirait pas. Si à la date de l'annulation de l'Assemblée générale, la loi sur la moralisation vient d'être votée. Ah, très bien. Et cette loi, elle dit pas plus de 3 mandats. Ouais. Et M. Valls est aujourd'hui dans un 4e mandat. Donc là, c'est une application stricte de la loi. On partira sur une rétroactivité de la loi? Non, il n'y a pas. La loi, si elle est adoptée aujourd'hui, elle rentre en vigueur aujourd'hui ou demain. Et donc, le revote sur la circonscription, c'est dans 1 mois. Donc ça s'applique à M. Valls. Oui, donc ça veut dire qu'il ne pourra même plus se présenter alors? Oui.
C'est la loi. Donc on remet les compteurs à zéro. On considère pas que c'est une élection. Oui, voilà, c'est l'annulation de l'élection. Donc on recommence à zéro. Donc il sera sous le coup de la loi. Non, on recommence à zéro. Il sera sous le coup de la loi. Sauf que tous ceux qui ont plus que les 3 mandats ne peuvent pas se représenter. D'accord. Donc ça, j'allais dire, clair. ça c'est la solution la plus heureuse pour tout le monde. Non, pour tout le monde. Non, pour Madame Farida et Ulysse. Deuxième Et solution. pour les citoyens. Non, mais deuxième Pour solution. certains citoyens. Non, pas des citoyens. Vous savez pas ce que pensent les citoyens. Donc moi j'aime pas qu'on se parle. Je veux dire, aujourd'hui il y a 2 adversaires. D'un côté il y a une dame qui s'appelle Madame Farida Amrani avec Ulysse Rabaté qui sont suppléants. De l'autre côté vous avez Monsieur Valls dont d'ailleurs je sais même pas comment s'appelle son suppléant. Et chacun d'eux a le droit de dire c'est moi qui ai raison et c'est l'autre qui a tort. La démocratie, c'est aussi ça. C'est-à-dire ne pas prendre position pour la personne qu'on aime le plus aux dépens de la personne qu'on aime le moins. On explique les griefs qu'on reproche aux uns et aux autres. Et ça, c'est très difficile. Je sais, moi, j'essaye de me tenir, en tout cas. Et donc, deuxième possibilité, cette élection est annulée. La loi n'est pas encore votée. Et Monsieur Valls a le droit de se représenter. Comme tout citoyen. Okay. Dans cette situation, là, je prends le pari et j'avance et j'ouvre ma boîte, ma boule de cristal. Il aura en face de lui, cette fois, un candidat socialiste. Ah oui. Ce qui n'a pas été le cas la première fois. Et donc, ce candidat Et un candidat En Marche? On ne sait pas, donc, pour En Marche. Mais le candidat socialiste va venir lui prendre 4, 5, 6 points. Ouais. Et donc, Madame Farida Amrani, qui elle aura toujours son potentiel, se retrouvera au deuxième tour, mais peut-être face à quelqu'un d'autre que Monsieur Valls. Donc voilà. allez-y, signez, partagez. Les cartes seront distribuées. Voilà. L'occasion est donnée de pouvoir Donc tout le bonheur agir. que Monsieur Valls espère, c'est que le Conseil constitutionnel n'annule pas son élection. Voilà. Parce Allez. qu'à défaut, ça va être difficile. On enchaîne parce qu'on est très en retard pour la vie tranchée de Tariq Mamie. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Le président Emmanuel Macron, magicien, mais jusqu'à quand Tariq Mamie? Bonjour, alors ça risque d'être mon billet le plus court, parce que j'y ai réfléchi pendant quelque temps, je l'ai écrit, je l'ai mis en mémoire, mais il risque d'être court. Manuel Valls, on l'a mis de côté. Lapsus, parce qu'on était au-dessus. Donc, le président Emmanuel Macron, aujourd'hui, apparaît comme un magicien. Chacun des présidents de la République a été surnommé par la population de quelque chose. Si on doit prendre ceux qui nous ont marqué le plus, on dira que pour le président François Mitterrand, il a été appelé, il se auto-appelé la force tranquille. Il a terminé dans la bouche des plus jeunes, je ne sais pas si vous vous en rappelez, chers auditrices, chers auditeurs, par le mot tonton. C'est-à-dire, il est rentré dans les familles et il a réussi à faire partie des familles, y compris chez ceux avec lesquels lui il n'était pas d'accord ou eux n'étaient pas d'accord, ceux qui n'ont pas oublié son histoire de ministre de l'Intérieur de l'Algérie, ceux qui n'ont pas oublié qu'il était plus ou moins du côté de Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il a terminé tonton, et c'est l'un des présidents de la République les plus respectés aujourd'hui dans l'histoire de France. Je fais exprès de ne pas parler du général, puisque par respect, les hommes politiques l'appellent le général, et quand on dit le général, il n'y a même pas besoin de rajouter des Gaulle, pour sauter à Monsieur Sarkozy, qui lui n'a eu que des surnoms négatifs, que je ne rappellerai pas ici. J'ai cherché, en préparant ce papier, pour voir s'il avait un nom positif dans la bouche du peuple français. Je n'ai pas trouvé. Donc je m'abstiendrai des autres qualificatifs qui ne sont pas toujours glorieux. Et on passe au président Hollande. Et le président Hollande nous l'a fait, homme de consensus, monsieur petite blague, et il se termine dans la tête et dans la bouche de beaucoup d'auditeurs, de citoyens, par Pépère. Et donc, après Pépère, qu'est-ce qu'on allait avoir? Et tout d'un coup, on a un jeune homme de moins de 40 ans qui, comme disent les hommes qui aiment les mythes, quand il touche du plomb, le plomb se transforme en or. Au moins d'un an, il constitue un parti politique, il remporte dans des conditions extraordinaires l'élection présidentielle. Derrière,
il obtient une majorité extraordinaire, elle aussi, même si elle n'est pas la plus pléthorique que la Ve République et que l'Assemblée nationale a connue. Certains l'appellent l'homme qui contrôle les horloges, qui contrôle le temps. Lui-même s'est fait baptiser, avant d'être élu, chers auditrices, chers auditeurs, de Jupiter, de présidence jupitérienne. Et là, on voit que Jupiter flatte. Tout lui réussit. C'est un président qui, le jour de son élection, se retrouve derrière, en termes de sondage et de popularité, derrière M. Sarkozy, derrière M. Hollande. Je ne vous donnerai pas beaucoup de chiffres, puisque notre ami Jean-Marc va vous parler des chiffres de la Cour des comptes, mais je vais en tenir 2 ou 3. Aujourd'hui, 72% de la population française soutient son action et sa communication. Pour sa communication, je suis d'accord. Pour son action, c'est quand même étonnant. Et j'en termine avec le dernier chiffre, cher Christophe, 100% de ceux qui ont voté pour lui, aujourd'hui le soutiennent. Extraordinaire. Et donc, je suis tenté de l'appeler le magicien, le président magicien, Macron le magicien. Ça me fait rappeler, pour ceux qui adorent le cinéma, les dessins animés, le film Le Magicien d'Oz. Ah oui. Un film extraordinaire. Ouais. Mais comme on sait tous, pour les magiciens, tant que ça marche, ça marche. Et on est avec le parti En Marche. Mais quand ça dérape, on passe de grandeur et décadence. Donc, président Macron, le magicien, mais le magicien, jusqu'à quand? J'espère pour lui et pour la France que ça durera le plus longtemps possible, mais magicien, jusqu'à quand? Merci Tarek. Avant de retrouver justement et parler un peu plus de chiffres de ce fameux rapport de la Cour des comptes avec Jean-Marc Zébellus de J'aime ou j'aime pas. Ah, il y a du très très lourd aujourd'hui dans le J'aime ou j'aime pas. Tiens, tenez, devinez quel est le plat préféré des Français? Couscous. Selon un sondage. Alors le couscous n'est pas le premier, Il est le deuxième. mais il est le troisième. Ouais, deuxième ou troisième. Le premier étant le magret de canard, deuxième moule frites. Alors, le premier, c'est plutôt un mensonge. Parce que je connais pas beaucoup de familles françaises qui mangent le magret au canard. Alors qui vous ont n'avez les pas moyens été de faire. longtemps en Corrèze, alors parce Hein qu'en Corrèze Ouais, c'est mais le plat la Corrèze, quotidien là-bas. la Corrèze, c'est non, pas mais- la France. Oui, mais Ouais, pas Lille. d'accord. C'est pas Lille, Pas c'est toute pas la Lyon. France. La Et Corrèze, surtout on mange pas- du magret de canard comme on mange, je sais Oh, tout pas. à fait. Oui, En mais tout cas, c'est pas c'est toute pas la Lille, France. c'est pas Dunkerque, c'est pas Marseille. Le deuxième, je veux bien. Le troisième aussi. Ouais, Le couscous. deuxième est belge et le troisième est maghrébin. Et le- Voilà. Et donc la France d'aujourd'hui, c'est C'est ça. ça. Le C'est magret celle-là. de canard, c'est quelque chose de très spécifique. Ça se mange pas très cuit. Donc il y a des gens qui n'aiment pas forcément. Beaucoup de gens n'aiment pas la Oui, mais viande. c'est bon, très monsieur. cuite. C'est- Non, je dis pas que c'est bon, mais c'est Ouais. quelque chose de très particulier. Donc Ouais. Ouais. ce sondage, C'est pas le voilà. truc qu'on mange tous les jours Et- à midi, et alors voilà. que le moule frite, oui. D'ailleurs, il y a plein de C'est restaurants belge comme ça. d'ailleurs, Oui, oui. a priori. Et le Ouais. couscous, alors là, moi j'ai dit que même les racistes insultent Enfin, les ils Arabes. adorent. C'est comme les pâtisseries. Non, mais Ah. ils insultent les Arabes et après ils vont manger un couscous. Un coup de baklawa après Sauf, derrière. sauf qu'ils disent que la semoule n'est pas, N'est pas quoi? des pays arabes. Voilà Ah bon. ce qui se Et dit. puis on peut rajouter qu'il y a plein de vidéos qui tournent aujourd'hui et qui prouvent que 25% des produits dits halal est marqué halal dans les supermarchés. 25% ne le sont pas. Ah. Voilà, et qu'ils sont forcément, d'une manière ou d'une autre, contaminés par le porc, par des résidus. Voilà, pour que ceux qui tiennent à manger à 100% halal, voilà la réponse. L'Allemagne devient le 14e pays européen à adopter le mariage pour tous. C'est tombé ce matin. J'ai vu, On aime, on n'aime pas, on s'en fout. s'en fout. Très bien. Le Premier ministre algérien a eu cette petite phrase assez marrante, décidément. Monsieur le Tebboune, nouveau. Oui, le Monsieur nouveau. Tebboune. Tebboune. L'Algérie n'est pas un paradis, mais elle n'est pas très long, n'est pas non plus un enfer. C'est un pays normal et les Algériens n'aiment pas être normaux. Donc, dans tact. Jean-Marc? Que dire? Rapide, j'aime Que pas. dire? Oh ouais, bon. Bon, ok, J'aime. d'accord. 2/3 des Français, Tarek en parlait il y a quelques instants, mais je vous la soumets quand même. 2/3 des Français approuvent la mise en scène de la communication du président Macron. Moi, j'aime pour une seule chose. Si ça permet de donner de l'apaisement dans le cœur des citoyens, j'aime à 100%. Si c'est, j'allais dire, apaisé et après la chute est plus importante, c'est magicien jusqu'à quand? Jean-Marc, on aime pas? Oui, j'aime. Bon, ok. Paris-Bordeaux, en 2 heures,
Ça y est, c'est fait. C'est à partir de demain. Ça permettra à France Maghreb 2 de faire son partenariat avec la ville de Bordeaux l'année prochaine, en y allant plus tard le matin et en revenant plus tôt le soir. 2 heures. Vous savez que ça a été des années de travaux. Hein. Ah oui. Ah ouais. Et par contre, il y a un tribunal qui a arrêté hier, qui a une contestation sur la prolongation Bordeaux-Toulouse, qui va prendre du retard puisqu'il va falloir passer par les tribunaux administratifs pendant au moins une année. Demain, c'est le 1er juillet et le CFCM sera doté d'un nouveau patron. Avec une conférence de presse le 5 juillet pour la passation des pouvoirs. Et Jean-Marc Zubulus représentera la radio, puisque moi-même je serai ailleurs à cette date-là. Alors on aime, on n'aime pas, on attend, on Bah, regarde. Oui, on aime, c'est de l'ouverture. Non mais il faut qu'on apprenne, Christophe, qu'on n'est pas président à vie. On vient, Ouais. on reste, on s'envoie, et au bout de 15-20 ans, ça va devenir tellement mécanique qu'on pourra commencer à travailler. Alors est-ce qu'on aime, on n'aime pas la fin de cette tradition de l'interview du 14 juillet? Il n'y en aura pas que nenni cette année. Vous savez, Sarkozy a enlevé comment on appelle ça, l'amnistie automatique. Il faudrait enlever le 14 juillet. Moi, je pense que le président de la République doit s'exprimer quand il a des choses à faire. Et comme il va jouer au malin, notre magicien, jusqu'à quand, il va donc remplacer l'interview face à 3 journalistes qui monopolisent la parole par la prise de parole une fois par an. On dit autour de son élection, sauf que cette année c'est précipité, au Parlement, devant le parlementaire, et les Français écouteront ce que le président a à dire aux parlementaires, donc aux Français, et pas à 3 journalistes. Un dernier petit truc, hein, ça c'est pour ceux qui prennent les transports en commun, c'est voté. Le pass Navigo passe à partir du 1er août de 73 € à 75,20 centimes d'euros. Petite augmentation. 73, 75, 2 €. 75,20. Mais Exact. on garde les mêmes Oui. Toutes les autres zones. Les Parisiens payeront un peu plus cher encore, et les autres commenceront à rembourser un petit peu ce qu'ils ont gagné. Voilà, c'était le j'aime ou j'aime pas, et on va enchaîner tout de suite en espérant qu'il soit court, parce que le temps qui nous est imparti est aussi court, mon cher J'ai essayé de Zébulus. faire court moi aujourd'hui pour une fois. Bon, mais j'essaierai de faire court. Hein. Alors c'est parti pour donc l'avis tranché concernant donc ce rapport de la Cour des comptes, Jean-Marc. Tout à fait. Les magistrats de la rue Cambon rendent-ils service au gouvernement pour justifier les économies drastiques qui se préparent? Magistrats de la rue Cambon, qui sont les magistrats de la Cour des comptes. Alors, ils nous parlent tout d'abord, bizarrement, on nous a dit que le bilan de monsieur Hollande était très bon, qu'il était meilleur que celui de monsieur Sarkozy, et paf le chien, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'il y a eu un excès d'optimisme dans les prévisions, une surestimation des avoirs à l'échange et à la régulation fiscale, une surestimation de 2 milliards, la dépense sous-estimée, etc. Les ministères qui sont visés sont le ministère de l'Agriculture, crise multiple, tout ce qu'on connaît, tout ce qui se passe, le travail, argent versé lors de quinquennat pour la formation professionnelle, bizarrement, les emplois aidés, etc., à faire baisser la courbe du chômage. Voilà l'une des conséquences, dit-on, de ce trou. Et puis on nous parle aussi de la défense, qui est le ministère de la Défense, qui ont fait des opérations de lutte contre le terrorisme. Paraît-il que ça coûte beaucoup d'argent. Et aussi est visée l'insertion pour et l'égalité des chances. Et à travers cela, on nous parle même de l'allocation d'handicapés. On nous parle aussi de la recapitalisation d'Areva. Areva avait beaucoup de soucis financiers, a surtout par rapport à la PDGR fait des erreurs de stratégie. L'indemnisation des actionnaires minoritaires, quasiment 2,3 milliards, puisque on parle d'un dépassement de budget de 5,9 milliards. La dette publique, nous dit-on, en fait, a augmenté de plus de 0,7% pour atteindre 96,3 points. Il semblerait que le ministère du Budget ait commis pas mal d'erreurs en ce sens. Ensuite, on nous dit, pour tout cela, ça justifiera qu'on ait une gestion rigoureuse du gouvernement et des annulations de crédit, un effort d'économie sans précédent. Comprenez par cela qu'on nous prépare à avaler les différentes pilules, les différentes mesures qui seront votées et aussi, quelque part, d'un tout petit peu avaler les différentes ordonnances que se prépare à prendre monsieur Macron.
Merci Jean-Marc. Pour ce qui est des ordonnances, personne ne doit être surpris puisque Emmanuel Macron l'avait dit, prévenu, notamment sur la loi travail, qu'il passerait par ordonnance cette loi travail. Ce qui est extraordinaire juste sur ce point-là, c'est que 65% sont d'accord avec le principe des ordonnances, mais 67% sont contre le fait de la limitation des indemnités au prud'homme. Alors, il faut que le magicien puisse tresser quelque chose aussi au vu des sondages pour continuer ce qu'il a promis, tout en épargnant les quelques points à rejeter. Sur le reste, sur le papier de Jean-Marc, j'allais dire, Monsieur Macron, aujourd'hui, n'est pas responsable de la situation dans laquelle il va trouver le pays. C'est à lui, par contre. C'est pas un coup de vis quand même, Jean-Marc, Tarek? Si vous voulez. De rejeter la responsabilité sur les autres, c'est quand même la grande manœuvre des hommes politiques, non? C'est le gouvernement sortant qui est responsable, dont éventuellement jusqu'à il y a 1 an et demi, Monsieur Macron, mais ceci ne doit pas le dévier de ses principales promesses. Il y en a 2 ou 3 auxquelles personnellement je tiens. La première, c'est de ramener le nombre des élèves dans les classes à 12 pour la réussite, parce que apparemment ça va être fait. On ne fait pas d'économie sur ça. Oui, voilà. La deuxième, c'est les allocations aux handicapés, parce que c'est pas une partie de la population qui doit payer les erreurs des hommes politiques. Et la troisième, peut-être, c'est la diminution ou l'annulation de la fameuse taxe foncière, qui remettrait un peu d'argent, mais le président a de la marge sur le nombre de fonctionnaires. De toute façon, lui, il propose 150 000 à ne pas renouveler. Monsieur Fillon proposait 500 000, donc il a de la marge. Et puis, il y a plein d'autres secteurs, y compris, et il a commencé, le fait que jusque-là, chaque ministre avait ses propres conseillers, et qu'aujourd'hui, avec M. Macron, le même conseiller peut travailler pour 2-3 ministères différents, y compris pour l'Élysée. Donc, il y a de l'argent à prendre, c'est un banquier, il sait s'y faire. Et il faut savoir une chose, qu'il a été aussi au budget, M. Macron. Oui. Donc, quelque part, il y a anguille sous roche. Allez, pub dans un instant, un coup de cœur musical que va nous donner Tarek Mami dans un instant, et qui va nous emmener du côté de Marseille, je crois. À suivre sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2 pour les quelques dernières minutes avec Tarek Mami et avec Jean-Marc Zébellus. Et mon cher Tarek, on va terminer en musique, comme on a commencé d'ailleurs cette émission. Comme quoi la musique a adouci les mœurs, paraît-il. Avec 8 minutes de retard, parce que j'espère qu'on va la terminer et qu'on soit pas coupé. Alors on a notre ami DJ Mams, très connu dans le Sud et partout en France, mais surtout à Marseille, avec lequel on fait de temps en temps des choses. Donc il vient de sortir son titre de l'été. Alors à la Marseillaise, tranquillou, et on va l'écouter. C'est un beau titre, très dansant. Et si les auditeurs téléphonent derrière, ça rentrera dans la playlist. Pour le moment, on fait découvrir cette chanson. On y va. C'est pas mal, tiens. Le futur tube de l'été. Voilà, donc le tube vient juste de sortir. Si auditrice, auditeur, vous avez aimé, comme d'habitude, vous écrivez LGF@France Maghreb 2, le grand forum, LGF@France Maghreb 2, un titre qu'on a aimé. .fr, voilà, et qu'on voudrait donc continuer à écouter. C'est vous qui décidez de la playlist. Très sympa, ça bouge, ça nous annonce un été qui sera chaud, très certainement. À la Marseillaise. À la Marseillaise, exactement. Bon, messieurs, bon week-end. Tarek Mami, à très vite. Merci. Mon cher Zébellus, à très vite aussi. Merci, à très très bientôt. Merci, et je souhaite un bon week-end à tous les auditeurs et auditrices, et soyez fidèles à France Maghreb 2. Nous avons besoin de vous. Merci à tous d'écouter France Maghreb 2 avec 2 minutes de retard, 18h02. Donc c'est tout de suite le rappel des titres de l'actualité de ce vendredi soir. Bonjour à tous. Marine Le Pen mise en examen pour abus de confiance. Elle était convoquée cet après-midi par le pôle financier du tribunal de grande instance de Paris dans le dossier des assistants parlementaires européens du Front National. Et si les 8 milliards de dérapage budgétaire sous le quinquennat Hollande n'étaient qu'un coup de com', c'est ce que pense Bruno Retailleau. Le président du groupe LR au Sénat estime que l'exécutif a trouvé là un alibi pour revenir sur des promesses de campagne intenables. Le tribunal de commerce de Poitiers a annoncé la liquidation de GMS dans la Creuse. L'usine poursuivra son activité jusqu'au 21 juillet, le temps d'analyser l'offre de reprise ferme déposée hier par le groupe GMD, un autre équipementier automobile. 277 emplois sont en jeu. L'aviation israélienne bombarde une position de l'armée syrienne. Quelques heures plus tôt, une roquette syrienne a frappé le plateau du Golan occupé par l'État hébreu. L'aviation israélienne a ciblé la position syrienne d'où provenait le tir de roquette. Près d'un
demi-million de Syriens ont retrouvé leur foyer cette année. 440 000 avaient été déplacés dans le pays et 31 000 autres dans des pays voisins. La grande majorité sont originaires des grandes villes comme Alep, Hama, Homs et Damas. Convaincus par l'amélioration de la sécurité dans certaines zones, ils ont décidé de rentrer chez eux, explique le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. La disparition ce matin de Simone Veil à l'âge de 89 ans, rescapée de la Shoah. Elle s'engage en politique dans les années 70. Ministre de la Santé dans les gouvernements Chirac et Barre, elle fait adopter la loi de dépénalisation de l'IVG en 1975. 4 ans plus tard, elle devient présidente du Parlement européen, puis retrouve un ministère dans le gouvernement Balladur en 1993. Elle fut élue à l'Académie française en 2008. Les obsèques de Louis Nicolin seront célébrées mardi à 10h en la cathédrale de Montpellier. Le président fondateur du Montpellier Hero Sport Club est mort hier à Nîmes, le jour de ses 74 ans. Les grandes vacances commencent ce soir pour certains et déjà les premiers départs. Il y a du monde sur les routes dès cet après-midi. Bison futé voie rouge à Paris et en Ile-de-France. Orange demain en région parisienne ainsi qu'en Auvergne-Rhône-Alpes. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2.